suis le vice-président du groupe régional Île-de-France. Et je m'occupe également des jeunes. Je suis le plus vieux du comité jeune. Voilà. Bon, donc ce soir, nous avons une conférence. J'ai eu du mal à arriver. Mais il y a eu quelques retards de tir, si je puis dire. Mais ça y est, c'est bon, on est prêt à partir. Donc merci Roger Guignel d'être avec nous. Donc je vais présenter Roger, donc une sorte de centrale Paris dans les années 1960. Après, il est parti faire 2 ans de service militaire comme élève pilote. Il pilotait des T-28 en Algérie. Il a rejoint l'Air Liquide en 62 à 66 pour démarrer des oxytones à l'étranger. Alors les oxytones, je sais ça depuis 5 minutes, hein, ça permet de produire de l'oxygène en grande quantité. Je partage avec vous les nouvelles compétences. Ensuite, il a rejoint l'Euraviation, il est resté de 66 à 70, et il s'occupait de l'ensemble propulsif de l'étage L17. Ça, c'est Europal. Diamant, même. Je ne connais pas l'histoire, heureusement qu'on va nous l'expliquer. Après, donc, industrialisation du 2e étage d'Europal 2, s'occupe des protections thermiques internes, des gros propulseurs à poudre, et en particulier les propulseurs P16 et P10, donc 16 et 10 tonnes de poudre. Rejoint après l'ENDO de 70 à 72 pour s'occuper du 1er étage d'Europal 3 dans l'équipe de projet. Il rejoint ensuite le CNES, entre 73 et 76, il s'occupe du 1er et 2e étage d'Ariane dans l'équipe projet. En 76, il devient chef de projet Ariane. En 82, il devient directeur de lanceur. Et en 89, il devient directeur général adjoint en charge du système de transport spatial. J'ai oublié, c'était à la ligne à côté. Il termine sa carrière à la SEP, où il entre en 91, où il sera directeur général adjoint Défense Espace. Et en 94, il devient le PDG, jusqu'en 98, où je suppose c'est la retraite. Voilà. Donc maintenant qu'il a du temps libre, nous avons une chance inouïe parce qu'il va nous présenter de toute l'histoire d'Ariane. Roger, à vous. Bien, merci. N'hésitez pas, si je ne parle pas ce soir, de me faire le geste. Bien, peu de temps avant que Gérard Larouelle me demande si je pouvais faire une présentation sur l'ensemble du programme Ariane, j'avais vu une vidéo sur YouTube, une vidéo faite pour l'Agence spatiale européenne et s'intitulant La genèse du programme Ariane. Puis il y avait un certain nombre d'autres vidéos à côté sur Ariane 2, 3, sur Ariane 4, etc. Je dois dire que je n'ai pas reconnu le programme que je connaissais bien. Et je dois dire aussi que le film sur la genèse passait un peu bien vite le rôle que la France avait occupé sur le programme Ariane. Pour être clair, si la France n'avait pas pris cette initiative, il n'y aurait pas eu de programme Ariane. Donc quand Gérard Larouelle m'a appelé, je ne pouvais qu'accepter, même si je n'ai pas l'habitude de faire des conférences, c'est pas mon truc. Bon, donc on va aller assez rapidement au début, parce que je m'aperçois que je fais trop de diapositives. Alors je vais m'exercer sur le passage. Donc je vais vous parler de la part technique. Je vais simplement essayer de vous montrer dans quelles conditions ce programme fut commencé. Oui, mais il fonctionne pas. Dans quelles conditions ce programme fut commencé, et ensuite les démarches et le raisonnement qui ont conduit les Centres nationaux d'études spatiales à développer en 20 ans près de 11 configurations successives d'Ariane pour s'adapter au marché, et pour devenir, 10 ans après le premier vol, la référence Ariane, à travers Ariane 4 et Ariane 5, la référence des lanceurs pour les satellites du monde, pour les satellites d'application du monde. Donc un petit retour très rapide sur le passé. C'est le Royaume-Uni qui a pris l'initiative en 1961 de proposer à l'Europe de faire un lanceur ensemble. Le Royaume-Uni disposait d'un premier étage qui s'appelait Blue Streak, qu'elle avait développé sur licence américaine pour qualifier ses têtes de rentrée. Comme le gouvernement avait pris la décision de
d'acheter directement le système américain. Cet étage était disponible. Donc ils ont proposé d'abord à la France, puis à l'Allemagne. Le Royaume-Uni fera le premier étage, la France le deuxième, l'Allemagne le troisième. Chacun, c'était une coordination, un programme entre pays souverains. Donc il n'y avait pas de structure pour gérer ce programme, c'était les ambassadeurs qui étaient dont la tâche avait été de régler les problèmes qui se situaient entre les différents coopérants. Bon, ce système n'a pas marché. Au bout de 4 ans, le Royaume-Uni a menacé de partir, ça ne s'améliorait pas. 2 ans après, ça ne s'était pas amélioré, le Royaume-Uni est parti, et en 68, le Royaume-Uni est donc parti. L'Angleterre et la France ont décidé de continuer seuls en réorientant un peu le programme vers l'orbite géostationnaire. L'orbite géostationnaire, très rapidement, sur cette orbite, un satellite paraît fixe par rapport à la Terre, ce qui permet aux stations sol de ne pas avoir de grosses antennes qui suivent le satellite, c'est sur les antennes fixes, donc ça simplifie énormément les choses. Bon, c'est des orbites géosynchrones à 36 000 km de la Terre, elles paraissent, elles tournent aussi vite que la Terre, donc le satellite paraît fixe. J'en dirai pas plus. Malheureusement, le système de gestion n'a pas changé et cette initiative est arrivée aussi à un échec. L'orbite géostationnaire impliquait de laisser le pas de tir de Woomera et de se transporter en Guyane. Le CNES avait commencé à ouvrir un pas de tir avec des travaux qui avaient commencé en 1964. Et un pas de tir fut érigé en 64, dans l'intervalle 64-70. Le premier lancement F-11 sur cette nouvelle définition a eu lieu en fin 71. Ça a été un nouvel échec et le programme Europa 3 s'est arrêté. Europa 2 s'est arrêté là. Entre-temps, l'objectif de l'orbite géostationnaire était plutôt monté à 1500 kg l'orbite de transfert. L'orbite de transfert, c'est l'orbite dans laquelle généralement le lanceur abandonne le satellite à une vitesse de 9,4 km par seconde à peu près depuis Kourou. Et quand il arrive au périgée, le satellite lui-même donne un supplément d'impulsion de l'ordre de 1500 mètres secondes pour circulariser son orbite. Donc quand je dis 1500 kg à l'orbite de transfert, c'est en gros 750 kg à l'orbite géostationnaire. Donc l'objectif avait pratiquement doublé et ils avaient décidé à ce moment-là de faire un autre programme, Europa 3, qui a commencé en 1970. Ce programme Europa 3 faisait un effort pour améliorer un peu la gestion, mais ce n'était pas suffisant. Et l'arrêt de toute façon du programme Europa 2 entraînait l'arrêt du programme Europa 3. Quelle était la situation française à ce moment-là? Très rapidement, la France était devenue la troisième puissance spatiale, après les États-Unis et la Russie d'abord d'ailleurs, à satelliser un objet lancé depuis la Terre. Dans son programme Diamant, le programme Diamant avait commencé par 4 lanceurs Diamant A, qui tous les 4 ont réussi. Le premier était en novembre 1965. Le CNES, qui avait été fondé en 1961, a pris le relais du développement de ce lanceur et sous une forme de diamant B. Diamant B, c'était le diamant A avec un nouveau premier étage qui donnait des nouveaux airvols, qui donnait un peu plus d'impulsion, donc un gain dans la masse lancée. On passait de 20 kg à peu près à 80 kg, à 80 kg. Et il a réussi les 2 premiers lancements de cette nouvelle gamme en 70. Après, malheureusement, il y a eu 2 échecs en 71. C'était la date à laquelle le programme remplacement Europa 3 allait se décider. Ça tombait mal, mais enfin, c'était la situation. Donc, le test, que je voulais démontrer, c'est que le test avait une compétence, il avait une équipe, et en voyant la situation du programme Europa 3, sa direction générale lui a demandé de faire une contre-proposition qu'ils ont baptisée lanceur de 3e génération de substitution, L3S, et la direction des lanceurs, division des lanceurs à cette époque du CNES, est venue présenter le résultat de leur réflexion vers la fin 72, et le programme proposé par le CNES avait retrouvé une certaine crédibilité par rapport à Europa 3, car le 2e étage d'Europa 3 était beaucoup trop compliqué
pour la connaissance que l'Europe avait à ce moment-là de la propulsion. Pour faire pour cela, le CNES reconnaît intégralement la définition du premier étage Europa 3 qui, elle, était une utilisation de toutes les technologies qui avaient été utilisées pour le premier étage du L17, donc pour le premier étage du lanceur Diamant B. Par contre, pour le deuxième pour l'étage supérieur, si on ne voulait pas avoir un trop gros lanceur, il fallait passer par l'oxygène et l'hydrogène liquide. Et la France avait entamé, sous contrat de la défense, dans les années 60, un petit programme pour acquérir les technologies hydrogène-oxygène. Ils avaient, non pas mis au point, mais ils avaient montré la faisabilité d'un petit moteur de 6 tonnes de poussée et lancé autour de ce petit moteur un projet d'un petit étage à hydrogène-oxygène. L'équipe du CNES avait essayé de tirer ce petit étage vers le maximum de technologie qui leur semblait acceptable. Voilà quel était le premier étage, le troisième étage. Pour faire la performance demandée pour Ariane 3, il fallait un deuxième étage qu'ils avaient fait à partir des technologies du premier étage et du troisième étage, afin de ne prendre aucun risque. Bon, à la suite de cela, arrêt du programme Europa 3, l'équipe Europa 3 qui était à l'ELDO naturellement a été licenciée. Le CNES a offert à ceux qui le voulaient de les rejoindre pour 6 mois afin de préparer un peu mieux la proposition qu'ils avaient faite de L3S afin d'être prêts pour la prochaine conférence spatiale qui avait lieu en juillet. Bon, cet espace de 6 mois a été utilisé pour crédibiliser ce projet L3S du CNES. Le CNES est le bras agissant, si vous voulez, très rapidement de la France. Et le travail était intense à ce moment-là. Crédibiliser, ça ne veut pas dire que le premier projet n'était pas crédible, ça veut dire qu'il fallait le faire connaître à toutes les délégations européennes qui auraient pu être intéressées par ce projet, le présenter à tous les industriels, avoir une offre financière des industriels français et consolider, commencer à réfléchir à la façon de gérer ce nouveau programme qui était quand même un programme qui concernait à ce moment-là 6 pays d'Europe, c'était déjà une dispersion assez importante. Bon, on est arrivé à un projet qui a été présenté à cette conférence spatiale de juillet 73 qui se déroulait en Belgique. Bon, elle partait mal au départ, car les Allemands n'étaient pas du tout intéressés, après les échecs d'Europa, n'étaient pas du tout intéressés à continuer. Ils étaient persuadés que les Américains fourniraient facilement ce qu'il fallait pour lancer des satellites européens, à partir du moment où on trouvait un accord avec les États-Unis pour avoir une activité importante dans la navette spatiale, non de la part des États-Unis, et puis le TUG, qui à cette époque-là était imaginé pour sortir de la soute de la navette spatiale en orbite basse et emporter des satellites jusqu'à l'orbite géostationnaire et y revenir en reprenant éventuellement un satellite qui avait épuisé sa durée de vie. Le TUG, c'était non aussi comme coopération, donc les Allemands étaient un peu entre deux chaises, mais ils considéraient qu'il était trop tard en Europe pour prendre une aventure de fabriquer son propre lanceur. Donc tout le monde était venu, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni étaient venus à cette conférence avec des projets différents. La France c'était Ariane, l'Allemagne c'était un programme d'un laboratoire dans la soute de la navette, et puis le Royaume-Uni c'est un programme de satellite. Et toute l'astuce du Belge qui recevait, du ministre belge qui recevait cette conférence a été de prendre les délégations une par une en leur disant en gros, bon, si vous participez un peu au programme d'un tel et d'un tel, eh bien je les convaincrai peut-être de mettre la somme équivalente pour votre programme et on pourra décider les programmes en même temps. Et finalement, il a réussi. Donc ça a été un package deal. L'Allemagne avait son programme, le Royaume-Uni avait son programme et la France avait son programme. Bon, ce qui était particulier pour la France, c'est qu'elle a demandé des engagements très précis avec l'expérience qu'elle avait eue d'Europa. Donc la France s'est engagée quasiment sur le plan forfaitaire, vous allez le voir, à faire ce lanceur pour un coût de développement de 2060 millions de francs aux conditions du juillet 73.
plus 20% pour Aléa, ça c'était la convention des programmes de l'agence. J'ai donné là le pourcentage de contribution par chaque pays. Vous voyez que la France s'est engagée dès le début à payer de l'ordre de 64%. Et l'échelle des participations tombait jusqu'à 0,5% pour le Danemark. Pas facile de gérer simultanément de tel gros pourcentage. D'autant plus que ces pourcentages impliquaient que les travaux retournés dans chaque pays étaient 80% de cette contribution. Sachant que les règles de réévaluation en fonction de l'évaluation des coûts de vie dans chaque pays étaient différentes d'un pays à l'autre, évidemment, et que l'Allemagne, au lieu de réviser sa cotisation comme les autres chaque année, avait dit « moi je le révise qu'à mi-chemin ». Donc, avec les aléas tout compris, ce programme s'est terminé à 116% du coût à l'achèvement, tout aléa compris. La France est tombée à 73%, l'Allemagne à un peu plus de 11%, et pour les autres pays, on est tombé à peu près comme il faut. Bon, la France s'engageait seule à poursuivre le programme de 120% à 135%, si nécessaire évidemment. Et la condition, c'est que la direction technique et financière de ce programme soit confiée par l'Agence spatiale européenne à la France, donc au Centre national d'études spatiales. Donc ça, c'était quelque chose d'assez fort. On passait des contrats à droit français et avec tout pouvoir pour négocier des contrats, etc. Il a fallu trouver avec l'agence, c'était quand même un programme de l'agence, donc il a fallu trouver un accord pour être conforme à ce schéma. Bon, ça a été une longue discussion, mais je dois tout de suite dire que la coopération avec l'agence, on a souvent eu des mots, a été in fine excellente et a permis, je vous le dirai dans certaines initiatives, d'avoir rapidement des décisions et d'avoir le bénéfice d'un programme qui est aussi dispersé. Beaucoup de gens en France disaient, les industriels français disaient, on ferait mieux de le faire tout seul, avec tous les frais de management qu'il va y avoir, on ne diminuera pas le coût à l'achèvement, au contraire, on va l'augmenter et ce sera plus sûr puisqu'on a l'expérience. On a l'expérience que la France, qui avait développé Diamant A et Diamant B, surtout avec Diamant B, avait organisé un tissu industriel qui répondait bien, qui correspondait bien, qui avait pris l'entraînement et l'habitude de travailler avec le CNES. Et pour réaliser ce programme, le CNES voulait passer des contrats de niveau 1 aux industriels en France qu'ils connaissaient, sachant que ceux-ci avaient l'obligation de sous-traiter une partie de ces contrats à des sous-traitants de tous ces pays qui avaient participé au programme. Alors, donc le programme a été décidé, je voulais l'ajouter, dès que ce programme a été décidé à Bruxelles, la direction du CNES, la direction générale du CNES a décidé d'émettre immédiatement des contrats d'engagement, des lettres d'engagement, ce qui lui a été beaucoup reproché après. Bon, donc on a pu travailler malgré ce qui s'est passé après. Bon, 3 principes pour montrer les lignes fortes du management du CNES. D'abord une approche système. Jusqu'ici, dans les lanceurs occidentaux, aux États-Unis principalement, les États s'étaient efforcés de développer des étages pour démontrer qu'ils possédaient la technologie, ça leur permettait d'acquérir la technologie, et pour démontrer qu'ils avaient cette technologie. Et après, c'est en montant les étages les uns sur les autres qu'ils ont réussi à faire le lanceur. D'où des noms comme Atlas Centaure, premier étage Atlas, deuxième étage Centaure, Thor Delta, premier étage Thor, deuxième étage Delta. Les Russes, par contre, avaient visé dès le début la mission finale. Donc ce qu'on voulait, c'était une vraie approche système, ce qui n'était pas le cas de ce qui s'était fait avant, c'est-à-dire qu'on définit les spécifications au niveau du système global, en fonction de la mission à réaliser. Cette approche par le systémier permet de définir les spécifications pour les sous-systèmes, et ainsi de suite. On arrive là aux composants élémentaires. Tout cela permet aux composants élémentaires, recevant cela du système, de développer son composant et de renvoyer à l'étage du dessus la définition une fois acquise. Elle remontera jusqu'en haut et en réunissant toutes ces définitions venant du bas, on faisait une deuxième boucle de calcul, puis une troisième, etc. Donc il fallait que
tous les résultats, toutes les données sortent à un moment. Donc il fallait organiser cela par un système de management qui était un système assez fort, assez fortement dérivé du système que l'US Air Force avait imposé à tous ceux qui voulaient faire participer ou acquérir du matériel américain et avoir des fabrications sur place. Donc on n'avait rien inventé de ce côté-là, on l'a simplement adapté à notre système de management. Donc un management fort, le CNES était responsable, on se considérait comme engagé forfaitairement pour réaliser ce système et on avait le CNES passé des contrats directs avec les systémiers du loin, un contrat séparé pour le système parce qu'elle tenait à approuver toutes les spécifications qui sortaient du système avant de les envoyer vers les responsables d'étage, les responsables de coiffe, etc. Et surtout, on voulait une conception simple qui prenne appui le plus possible sur des choses qui avaient été démontrées, qui avaient déjà utilisées. Donc il n'y avait pas de problème pour le premier et deuxième étage qui utilisaient des choses qu'on avait démontrées déjà sur le diamant, sur le premier étage diamant. Par contre, on a eu conscience qu'on prenait quelques risques en repartant des travaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'on en était arrivé là juste à faire tourner un moteur à son point nominal, mais sans durée. Bon, cette prise de risque était calculée, mais là, on ne respectait pas tout à fait les règles qui consistent à dire qu'on ne commence un lanceur que si on a acquis au moins des démonstrateurs de technologie en propulsion. Et s'il faut 10 à 12 ans pour développer un moteur, on peut se contenter de 6 ans pour développer le système qui reçoit ce moteur. Bon, donc je passe très vite là-dessus. En 1974, patatras, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing dit « Je veux faire le point sur tous ces programmes pour voir si on va tenir les délais, s'il n'y a pas trop de risques financiers. » Donc Valéry Giscard d'Estaing a arrêté complètement les travaux sur ce programme. Heureusement, la direction générale avait signé des lettres d'engagement qui nous ont permis de continuer, mais ça lui a été fortement reproché plus tard. La reprise est venue en fin 1974, c'est Jacques Chirac qui a pris personnellement le risque. Plus personne n'était intéressé sur ce programme actuellement. On a quand même hérité d'une petite gâterie avec la demande qu'a fait le gouvernement aux délégués ministériels dans l'espace de lui faire un rapport tous les 6 mois sur la situation de ce programme. On continue pas. Donc nous avions régulièrement un inspecteur général de la Défense qui venait nous consulter pour faire le rapport. Dans une réunion très formelle, ce rapport était discuté 2 fois par an. Bon, on a eu la chance dans le sens où, en parallèle, la délégation générale pour l'armement développait les éléments de la force de frappe, la force de dissuasion. Ils savaient ce que c'était qu'un grand programme. Donc tout ça s'est toujours déroulé dans un esprit constructif. Et au contraire, j'estime que ça a été très solitaire, parce que quand il y avait des bavardages sur l'état du programme Ariane qui prenait des retards, etc., le rapport était là pour justifier qu'il y avait eu un contrôle et que tout avançait correctement. Bon, donc j'ai été trop vite là, non? Bon, voilà, globalement, à part sans bien rien. Un premier étage qui contenait 140 tonnes d'ergols, qui étaient des ergols dont les noms sont étranges, je passe là-dessus, qui brûlaient en gros 130 secondes et qui permettaient de donner à l'ensemble une vitesse de 2500 mètres secondes. Un deuxième étage qui était un mélange des technologies utilisées par le premier étage et le troisième étage, mais un étage qu'on a pu considérablement simplifier après que le nouveau directeur des lanceurs du CNES, le nouveau directeur des lanceurs du CNES ait pris la décision, qui a été présentée comme un risque à cette époque. Mais moi, je considère que ce n'était pas du tout un risque, dans le sens où ça a permis de simplifier considérablement cet étage-là, de viser dès le premier essai directement l'orbite de transfert géostationnaire. Dès le premier essai, au lieu de faire comme l'ELDO qui avant prenait un étage avec des maquettes pour les étages supérieurs, il faisait un tir, etc., et qui avait conduit à n'avoir aucun lancement réussi pour les 11 premiers mois. Bon, un étage supérieur, ça y est, j'ai perdu, non? Un étage supérieur qui contenait 8 tonnes d'hydrogène, d'oxygène, avec ce petit moteur qui permettait
d'avoir une poussée qu'on a montée progressivement de 7 tonnes à 6 tonnes, une coiffe et un deuxième étage qui comprenait les mêmes ergols que ceux du premier étage, le même moteur avec une tuyère adaptée à la pression ambiante et qui arrivait aux 1500 kg en orbite de transfert géostationnaire avec une petite lampe. Bon, je passe. Voilà. Bon, le programme de développement en 2 mots, comme j'ai dit au début, je ne parle pas technique. Bon, avec tous ces échecs qui ont suivi dans Europa 3, et puis la décision qui avait été prise d'arrêter ce lancement pour un moment, je peux vous dire qu'il n'y avait pratiquement aucune crédibilité, surtout le souci de l'État de rajouter ce contrôle qui était purement franco-français par la Direction générale de l'armement. Ce programme n'avait aucune crédibilité. J'ai oublié de vous raconter la presse à cette époque-là, faire un lanceur tout à fait classique alors que les Américains étaient lancés dans une navette spatiale réutilisable, le grand mot magique réutilisable, donc c'est pas cher. Donc, personne ne croyait que cette entreprise allait arriver au bout. Bon, pas étonnant donc que les directions générales aient été très réticentes à investir dans les ateliers de production, dans les dossiers industriels qui devaient être fabriqués les uns après les autres. Par contre, au niveau du personnel qui était en face de nous, leur implication était au moins aussi forte que la nôtre, parce que c'était un défi fantastique. Tout à l'heure, j'ai parlé des managements qui nécessitaient un grand nombre de spécifications. Bon, c'était finalement, pour que cette énorme construction partagée dans tous ces pays puisse, en un moment donné, se réunir et répondre s'emboîter parfaitement et répondre parfaitement aux spécifications générales, il fallait mettre en place un certain nombre de spécifications pour rythmer le développement des travaux. Les mêmes, par exemple, pour une chaîne de pilotage qui était élaborée au niveau système, seulement la partie élaboration de l'ordre était faite dans la case à équipement. Par contre, tout le reste, tous les organes d'exécution étaient dans chaque étage. Et pour tout ça, il fallait imposer à chaque industriel des règles de conception des systèmes électriques. Ensuite, imposer à l'industriel un catalogue pour prélever les composants dont il avait besoin. Je parle des composants, des puces électroniques, etc. Donc tout ça, c'était assez pesant quand même. Et au début, on a eu énormément de difficultés à imposer l'application de ces spécifications de management pour lesquelles les industriels disaient, si vous faites ça, ce sera 30% plus cher. Alors que le même industriel travaillait pour le Air Force, on suivait à peu près la même chose. Bon, mais c'est le jeu, si vous voulez. Et on a beaucoup insisté pour intégrer ces spécifications, un plan d'application chez chaque industriel de ces spécifications de management. Ça demandait longtemps, ça demande à peu près 2 ans. 2 ans pendant lesquels on n'a pas passé de contrat. Les délégations, les industriels allaient se plaindre de leurs délégations, qui venaient se plaindre au conseil directeur de programme dans lequel le chef de projet assistait avec l'agent. Donc tout ça, ça a créé un peu un mauvais malaise au début, ils ne vont pas y arriver, etc. Le chef de projet d'alors s'est entêté et a dit il faut aller au bout, et finalement il a eu totalement raison parce que ça a contribué à créer une véritable culture de programme Ariane qui a été extrêmement précieuse pour toute la suite. Donc le programme se déroulait normalement. En 1976, les premières revues de définition avaient été faites. On procédait à la définition globale de l'ensemble. Et on a fait à cette occasion-là une revue des améliorations possibles de performance en regardant ce qui se passait aux États-Unis, la classe Centaure sur laquelle on s'était basé au début pour faire la performance de 1500 kg, commençait à avoir des améliorations qui poussaient un peu vers le haut. Donc on a fait la différence entre des améliorations qui étaient immédiatement applicables et qu'on a pu introduire immédiatement dans le programme Ariane 1, et puis des améliorations qu'on a pu valider, mais qui demandaient tout un programme complémentaire qu'on a mis de côté pour un programme d'amélioration qui viendra plus tard et d'autres par ailleurs. Bon, ça a permis de voir qu'on était capable de répondre à l'appel d'offres de la société américaine, enfin de la société mondiale, Intelsat, mais dont la majorité du capital était américaine, pour le lancement de ces gros satellites d'application qui eux, demandaient de l'ordre de 1600 kg en orbite basse.
Et le directeur de lanceur de l'époque, et avec son homologue, le chef du département Ariane de l'ESA, ont eu le culot, parce qu'il faut bien parler de ça à cette époque, de proposer des lancements pour lancer ces satellites de la société Intelsat. En principe, on n'avait aucune chance, les Américains étaient majoritaires dans Intelsat, et les Américains avaient un lanceur qui avait déjà été utilisé par cette société américaine et qui était prouvé, qui était qualifié. En principe, on n'avait aucune chance. Les Américains ont fait deux erreurs à ce moment-là, dans lesquelles on s'est engouffré. Première erreur, ils ont dit que le lancement en question serait effectué par la navette spatiale américaine, qui était à peu près au même stade de développement que qu'Ariane. Donc c'était lanceur non qualifié contre lanceur non qualifié, ça devenait déjà plus intéressant. Et la deuxième, ce n'était pas une erreur, la deuxième maladresse, si j'ose dire, c'est qu'entre-temps, d'autres pays ont adhéré à l'organisation Intelsat et ils ont été acceptés en prenant sur la part américaine, et ces pays n'ont pas tous voté pour les Américains. Donc on a obtenu la signature, enfin la promesse de signature pour un lancement avec un engagement pour deux options. Et après, on a eu des liaisons régulières avec Intelsat qui a envoyé d'ailleurs au CNES un délégué permanent. Bon, la signature Intelsat a eu lieu en décembre 1978. Je peux vous assurer que, compte tenu de l'aura de cette organisation Intelsat, ça a été pour Ariane un sacré coup de promotion. Bon, donc avec le reste des améliorations, on a commencé à constituer un dossier pour l'Agence spatiale européenne pour faire une première série d'améliorations pour Ariane et qui commenceront en fin 78. Alors, bon, en 78, on a un petit peu peint. Jusque-là, on avait pris du retard, pour être honnête, mais on pensait pouvoir rattraper ce retard. En fin 78, on a l'explosion lors de la mise en froid du deuxième exemplaire d'ensemble propulsif du troisième étage. Alors, ce n'est pas une explosion qui met en compte le troisième étage. Voilà. Le troisième étage lui-même, c'est le système banc. On est forcé à un moment ou à un autre d'avoir une expulsion d'hydrogène, quand on allume le moteur, une expulsion d'hydrogène vers l'extérieur. Et on a un système banc chargé d'allumer cet hydrogène avant qu'il s'accumule dans un coin et qu'il y ait une explosion. Ce système n'a pas marché. On a eu quand même un fond arrière qui a été un peu endommagé. Il a fallu le démonter du banc et le remplacer par son successeur. Malheureusement, il y avait l'option. Si on prenait le successeur pour faire exactement ce même programme d'essai, ben on ratait le premier vol, enfin la date prévue pour le premier vol. Si le prochain, on l'affectait directement au lancement, on gardait la possibilité de faire un lancement selon le programme. Bon, le tour que j'avais fait à ce moment-là, parce que j'étais déjà devenu chef de projet à cette époque-là, le tour que j'avais fait à ce moment-là montrait que le programme, en ayant encore un peu de chance, mais on sentait vraiment que ce programme au niveau du troisième étage était en train de converger. Le premier essai d'ensemble propulsif avait été excellent. Il a eu du retard, mais il y a eu 4 essais de suite, durée maximale de fonctionnement, qui avaient été sur les premiers et deuxième étages. On était aussi en retard, mais là, ça restait contrôlable à condition que toute la suite reste bonne. Si on attendait l'exemplaire suivant pour continuer, si on retardait le premier essai en vol afin d'attendre l'exemplaire suivant, on perdait tout l'enseignement qu'on attendait du premier lancement. Quand même, il y avait beaucoup d'incertitudes sur les séparations du lanceur, sur la boîte pilotable. Ça doit être porté par un premier vol. Donc c'était embêtant. Si on attendait, on mangeait pratiquement la moitié de la marche pour aller à. Et compte tenu du scepticisme qui était tout autour, bon, on a décidé de faire l'impasse et de garder la date du premier vol et d'affecter cet prochain exemplaire au premier vol et d'attendre le suivant pour le mettre au banc, etc. Ce qui rattendait tout ça d'environ 6 mois. Bon, donc on a conservé la date de premier vol. Il y a eu finalement un consensus
de la part des industriels. Le seul objectif des industriels a été de dire ouais, mais les conditions de travail en Guyane, c'est pas terrible, il y a des papillons partout, il y a des insectes, etc. Donc il fallait s'engager à leur fournir des dents propres, ce qui était prévu de toute façon, parce que tous ces organes-là devaient être changés en cas de problème sur le lanceur précédent, devaient pouvoir être changés en Guyane. Donc tout ça c'est correctement passé. Donc en septembre 1979, après une grande revue en France dans laquelle étaient convoqués tous les responsables de ces lanceurs, des autorités, etc., le feu vert a été donné pour envoyer tout ça en Guyane. En Guyane, les installations de lancement nous avaient créé aussi du souci, mais tout était tout juste prêt. Donc on a pu, en 1979, commencer la campagne de remise à hauteur du 3e étage, et puis, dans la foulée, commencer la campagne générale. En début décembre, les travaux d'assemblage avaient commencé et on était en fin d'assemblage du lanceur. On a fait en Guyane une grande revue pour vérifier que tout ce qu'on avait promis lors de la grande revue en France avait été fait. Tout ça était correct, donc la campagne a pu commencer. C'est bon? Bon, alors tout s'est bien déroulé, mais pour un premier mois, c'était suffisant. Tout se déroulait parfaitement, ça ne pouvait pas continuer. La chronologie finale est arrêtée le 15 décembre, arrêtée à Agéro. Les moteurs se sont allumés, tout a marché correctement, sauf que les ordinateurs chargés de donner le feu vert ont détecté un problème dans un des moteurs du premier étage et tout s'est arrêté. Alors là, il restait à remettre à hauteur de tout l'ensemble, qui avait quand même marché pendant 10 secondes, et il fallait faire un travail important au niveau de la production du premier étage, très important au niveau du 3e étage, pour remettre tout l'ensemble à hauteur. Heureusement, 6 mois plus tôt, lors d'une revue à Guyane, j'avais demandé aux gens de se préparer pour cette éventualité dont la probabilité est extrêmement faible, il peut toujours y avoir l'erreur de conception. La personne qui avait été chargée de ça avait fait son travail impeccablement, et 30 secondes après, le constat d'arrêt, on a passé la commande au directeur des vols qui avait été formé spécialement pour ça. Donc ça a été un programme intense avec du 3-8 au premier étage, du 3-8 au 2e étage, et en parallèle, examiner toutes les mesures qui avaient été faites pendant ces 10 secondes pour voir si quelque chose n'avait pas endommagé, en parallèle voir ce qui n'avait pas marché, proposer la modification, la faire réaliser en métropole. Tout ça était prévu au niveau des gens qui avaient été mobilisés. Donc on est arrivé le 23 septembre, le 23 décembre, tout était OK. Malheureusement, le 23 décembre, alors petite anecdote, on est arrivé à terminer tout ce qu'il y avait à faire à peu près 3 heures avant leur limite. On a profité pour repeindre l'arrière du lanceur parce qu'il avait quand même été noirci et les photos ne seraient pas bonnes, pas terribles si on ne le faisait pas. Bon, le lanceur, la chronologie a pu commencer à l'instant T. On a eu 2 problèmes, la météo qui est épouvantable et qui de toute façon aurait donné un rouge, et puis une difficulté pour atteindre le niveau GO pour le 3e étage, une sphère d'hélium. On n'arrive pas à gonfler une sphère d'hélium. Donc là, on a arrêté à ce moment-là. La nuit, je peux vous dire que la nuit du 23 au 24 a été intense. On a remis les choses en ordre tout juste pour recommencer la chronologie du 25. La chronologie du 25 a été arrêtée à 1 minute et quelques secondes, on peut passer à l'état suivant, sur un défaut, sur un paramètre. Les gens ont fait preuve d'une maîtrise remarquable pour remettre tout en ordre, trouver l'erreur, la corriger et remettre tout en ordre. Et la deuxième campagne s'est déroulée impeccablement, le lanceur a décollé, et à partir de ce moment-là, c'était le rêve, tout était dans le temps. Bon, je ne peux pas décrire l'ambiance qu'il y avait en Guyane après ces 10 jours de folie, et puis cette réussite qui était pratiquement une réussite complète. Ma fille qui est là a connu cette réussite et a dit « je veux continuer dans ce métier ». C'est bon. Bon, le deuxième essai, ça a été une véritable claque, parce qu'on a eu de la haute fréquence dans l'un des moteurs du premier étage. En propulsion, ce problème-là est épouvantable, parce que ça intervient en plus sur un des éléments qui est le cycle le plus long de la fabrication du lanceur.
Cet essai s'est produit en mai. Petite histoire, il y a un couvent à côté de, pas très loin du Pactir, et dans la mère supérieure du couvent nous avait dit ne tirez jamais en mai. C'est le mois de Marie, vous savez, c'est pas facile. Bon, on n'a pas écouté. Alors, on a un travail épouvantable. On a remis à Noël, c'était en mai, en Noël, on a pu qualifier une nouvelle définition d'injecteur. Et toute la remise en ordre s'est faite entre Noël et de nouveau le mois de mai, incurable. Et les deux essais suivants furent réussis, donc le lanceur a été déclaré qualifié, puisque à l'issue de deux essais réussis, que ce soit un tir d'essai ou un tir de qualification, il suffisait de deux essais pour déclarer la qualification. Bon, voilà ce fameux décollage du 24 décembre. Ariane a l'habitude, c'est des lancements de Noël. Ce premier lancement a eu lieu le veille de Noël, et récemment le lancement du nouveau satellite du John Webb Space Telescope a eu lieu à Noël, la jour de Noël cette fois-ci, le jour de Noël 2021. Bon, et après, alors en 1976, il y a eu des petits règlements de compte, j'ose dire ça, mais j'en suis pas tout à fait certain. Au moment des renouvellements, le directeur général et le président du CNES n'ont pas été renouvelés. Donc c'est le directeur de lanceur qui est devenu directeur général, le chef de projet qui est devenu directeur des lanceurs, et j'étais moi-même devenu chef de projet. Bon, à l'occasion de ce changement, donc, on a requalifié les choses. La première chose, effectivement, c'était de réussir la qualification. Ça avait été largement délégué. Ensuite, pour se préoccuper de la suite, pour qu'il y ait une suite, il fallait qu'il y ait une organisation qui prenne en charge la construction, la promotion, etc. Je ne vais pas utiliser trop longtemps. Naturellement, si on voulait réussir cela, il y avait une grosse évolution dans le lanceur, il fallait réussir préparer l'augmentation de performance qui serait éventuellement nécessaire par les satellites. Or, un satellite pouvait prélever, surtout les satellites américains, pouvaient prélever dans les chaînes de production des satellites américaines, ils pouvaient prélever des plateformes qui leur permettaient de faire un nouveau système de satellites en 3 ans. Pour un lanceur, il fallait à peu près 6 ans, même pour faire une amélioration. Donc il fallait savoir anticiper ce dont ils auraient besoin. Et alors, petite histoire quand même que je dois dire, on a assisté au CNES à des discussions étranges. Il y avait au CNES une direction des satellites, une direction des lanceurs. La direction des lanceurs disait il faut augmenter la performance visée parce que davantage d'applications vont vouloir s'embarquer sur les plateformes. Et la direction des satellites disait non, les satellites vont devenir de plus en plus puissants. Au contraire, il va y avoir une diminution de la masse des satellites. Or, on s'est aperçu au moins jusqu'en 2000 que régulièrement les satellites prenaient en moyenne 140 kg par an. Donc en lancement double, mais je ne suis pas arrivé, c'était 280 kg par an. Donc il fallait prévoir, anticiper à 6 ans près l'amélioration de. Mais on n'obtenait jamais un consensus au niveau de la direction générale du CNES, parce qu'il y avait deux avis différents. Bon, heureusement, la direction générale a penché du côté lanceur. Bon, donc le dernier point, il fallait aussi que toute cette prévision d'évolution et cette prévision de mettre en place la structure permettant de produire se mette en ordre dès la fin du développement du lanceur. On ne pouvait pas attendre là, être bloqué et pour décider la suite. Bon, le cycle de production de lanceur était 3 ans, là je dis, il a été nécessaire début 1977 de commencer les discussions sur la phase de production afin d'assurer la livraison des lanceurs des séries en 1981. La plupart des délégués du comité directeur Ariane de l'Agence spatiale européenne venaient de la recherche. Pour eux, il suffisait d'attendre que la qualification du lanceur soit déclarée, qu'il y ait des commandes de production, et là, on déciderait seulement de faire de nouveaux lanceurs, ce qui était inacceptable. Les satellites n'aimaient pas attendre. Donc ça n'a pas marché, on est venu à aucune solution avec l'Agence spatiale européenne durant l'année 1977.
Bon, ça n'a pas totalement perdu, parce que c'était perdu, parce que l'agence elle-même avait des satellites en cours de route, ces satellites devaient être lancés, donc il fallait que l'agence aussi commande un certain nombre de lanceurs. Bon, naturellement, les chefs de projet des satellites en question avaient sous-estimé le prix d'approvisionnement des lanceurs, cette bonne guerre, donc il fallait faire une phase de promotion pour mettre l'argent qui manquait, fabriquer les lanceurs correspondants et en même temps fabriquer le lanceur pour Intelsat sur lequel le prix avait été quand même diminué pour pouvoir être considéré de façon sérieuse. Bon, donc une phase de promotion a été décidée, vous pouvez aller à la phase suivante. Donc un nombre de 6 lanceurs a été ajouté, toujours dans le cadre de l'Agence spatiale européenne avec les mêmes règles de délégation, dont sur lesquels on a ajouté les installations qu'il fallait pour préparer les charges utiles, et qui étaient mises à la disposition des opérateurs de satellites lorsqu'ils arrivent en Guyane. Et puis, on a développé en même temps une procédure de SILDA dont je reviendrai, dont je parlerai plus tard, donc on note juste cela pour l'instant. Bon, au-delà de ce vendeur, il restait un problème, c'est faire une entité qui allait produire en avance le lanceur. Il fallait que cette entité soit au courant de tout ce qui avait été fait pour le lanceur, qu'elle amène la connaissance du lanceur avec sa création, et puis il fallait qu'elle puisse utiliser toutes les installations qui avaient servi pour le développement du lanceur. Donc c'est une longue discussion qui a été entamée avec l'Agence spatiale européenne. Il fallait aussi qu'elle ait reçu la délégation de l'agence pour utiliser tous les bancs d'essai, etc. Alors, sur ces principes, et à condition qu'on puisse démontrer qu'on savait lancer 2 satellites en même temps, on pouvait espérer un calendrier de lancement, une cadence de lancement de l'ordre de 2 à 4 lancements par an. Bon, cette réflexion a été présentée, c'était une action propre du directeur de lanceur, il s'y est consacré largement. Donc, cette réflexion a été présentée avec l'accord de la direction générale au président et directeur général d'Aérospatiale, qui jugea l'entreprise trop risquée. Je me souviens qu'on était encore en 77-78 et que ce climat de suspicion dont je vous ai parlé tout à l'heure a duré à peu près jusqu'en 81, bien au-delà des lancements de la qualification de lanceurs et sur certains industriels jusqu'en 82. Parce qu'il y avait beaucoup de gens encore dans l'environnement qui disaient, bon, ok, vous avez développé un lanceur, ce lanceur, il n'est pas réutilisable, etc., il va être hors de prix vis-à-vis de la navette spatiale, qui à ce moment-là était vendu sans contrat à 44 millions de dollars, alors que nous, on estimait notre lanceur à beaucoup plus. Et donc vous n'en lancerez pas. Donc une fois que vous aurez démontré que vous savez développer un lanceur, les Américains le sauront, donc ils ne prendront pas le risque de vous dire non. Ce qui était complètement faux. Bon, donc le schéma, alors, a été présenté au PDG aérospatial, le CNES a poursuivi sa réflexion, quand je dis le CNES, c'est le directeur des lanceurs de l'époque, Frédéric Vallès, a continué sa réflexion avec l'accord de la direction générale, l'a présenté au ministre de tutelle, qui était André Giraud à cette époque. Le ministre de tutelle a trouvé l'idée intéressante et a proposé, a demandé au directeur de lanceur de consulter un certain nombre de personnes qui avaient déjà eu, notamment au CEA, qui avaient eu une expérience de ce type d'évolution. Et finalement, le CNES a modifié sa réflexion. Ce que craignaient les industriels, c'est que le CNES, le pouvoir public, les laisse tomber si Ariane avait des problèmes dans les tirs suivants, les laisse tomber complètement. Donc en prenant la majorité de blocage dans cette nouvelle société, le CNES montrait qu'il était toujours engagé. Là, deuxièmement, c'était l'idée de dire aux industriels qu'on limiterait le risque au prix de fabrication d'un lanceur, qui était de 70 millions de francs à cette époque. Et avec ces 2 assurances-là, on leur proposait, leur risque serait limité à leur part de production dans les 70 mm, ce qui devenait quand même quelque chose d'acceptable. Les industriels étaient quand même réticents. Bon, le gouvernement français a donné son accord à ce schéma.
Et le CNES a pris à ce moment-là l'initiative, sur sa propre initiative, de lancer tous les approvisionnements qui étaient nécessaires à la société Ariane Espace pour lancer le premier lot de fabrication. Alors là, il a fallu faire un jeu de bluff. Les industriels étaient d'accord de participer, mais ils voulaient avoir l'assurance que l'industriel d'à côté était sur le même état d'esprit. Donc le CNES a fait un petit coup de bluff en profitant du Bourget à cette époque pour faire signer un mémorandum par l'ensemble des industriels. Et jusqu'au dernier moment, il y a du suspense. Viendrait-il ou ne viendrait-il pas? Et finalement, le voisin est venu et l'autre est venu. Et il y a eu cette signature, c'était très spectaculaire. Et la société Ariane Espace a été créée juste après le lancement du premier satellite, la réussite du premier vol. Bon, alors j'étais un peu en arrière. Le premier vol d'Ariane Espace a eu lieu le 22 mai 1984 avec le lancement du satellite américain SpaceNet. C'était la première fois qu'une société privée se mettait dans le business du lancement et de la promotion du lanceur auprès des satellites. Alors, je vous avais donné une petite vue je ne sais pas, elle est projetable. On pourra la projeter tout à l'heure. Bon, ok. Bon, qui montrait que, en fait, les opérateurs de satellites étaient assez mal reçus quand ils allaient à Cap Kennedy pour faire lancer leur satellite. On leur disait de vous prenez la queue, je me présente un peu, mais ils étaient les usagers. Ils n'étaient pas considérés autrement. La volonté et ce qu'ils ont réussi d'Ariane Espace, ça a été vraiment de chouchouter les clients, de créer une société d'assurance pour que les clients puissent assurer leur projet avec cette société d'assurance, de développer pour vous le contexte qu'il fallait pour offrir des capacités d'accueil pour les gens qui venaient faire leur satellite et de les aider dans tout le développement de leur système. Donc c'était un client, c'était plus un usager. Les Américains ont fortement apprécié cet effort. Une chose qu'il faut préciser, parce qu'on dit souvent maintenant, oui, mais l'Ariane a réussi parce qu'il y a eu l'accident de la navette spatiale européenne, la navette spatiale américaine, et c'est grâce à cet accident qui a stoppé pour un moment les lancements aux États-Unis que la société Ariane Espace a reçu toutes ses commandes. C'est faux. Avant l'accident, la société Ariane Espace faisait jeu égal avec ses concurrents et avait un carnet de commandes qui était très bien rempli. Bon, Ariane 3, donc, rapidement, on a constaté à la fin des années 70 que le marché satellite d'application était organisé autour de deux lanceurs américains. Le Thor Delta, dont la performance était proche de 1200 kg, et l'Atlas Centaur, dont la performance était proche de 1800 kg. L'idée a été de dire on doit pouvoir lancer deux satellites de type Thor Delta dans un seul lancement Ariane. Donc il faut augmenter les performances d'Ariane pour qu'ils soient capables de deux fois 1200 kg, plus la structure dont j'ai parlé tout à l'heure, le SILDA, qui était capable d'emporter un satellite à l'intérieur d'une structure en forme d'œuf et le satellite supérieur monté sur l'œuf. Et bon, au début, les opérateurs de satellite avaient la crainte d'être enfermés dans l'œuf, dans la base, le deuxième passager. Bon, après quelques réussites et puis un encouragement sur le prix de lancement, ça a complètement disparu et ça s'est montré un système très opérationnel. Donc il fallait développer des améliorations du lanceur portant la performance à 2600 kg à l'orbite de transfert géostationnaire. Bon, ça a été très, très rapidement défini en qualifiant les améliorations qui avaient été détectées lors de la revue en 1976 et pour laquelle nous avions préparé la décision de programme Ariane 3 avec l'Agence spatiale européenne, décision de programme qui a été approuvée peu après le lancement d'Ariane 1.
le 3 juillet 80, soit 2 mois après l'échec L02 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le premier vol a été réalisé en configuration Ariane 3 en août 84, et il y a eu 17 Ariane 2-3 qui étaient commandés, le dernier a volé en 89. Bon, il y a eu un certain nombre d'échecs qui étaient en fait des échecs de dossiers industriels incomplets, de propreté insuffisante au montage, dont j'ai parlé tout à l'heure, compte tenu du fait que les industriels avaient peu investi. Donc tout ça, il y a un énorme programme pour mettre tout ça au point. Tout ça, c'est compris dans les programmes de 116% dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, 2 mots sur le pas de tir. On s'est efforcé de réutiliser le pas de tir qui avait été fait pour Europa 2, sur lesquels il n'y a eu qu'un lancement, un lancement en plus qui a eu un échec. Donc ça a été imposé un certain nombre de contraintes. Ariane 1, non, laisse, oui d'accord. Ariane 1 était plus haut que le lanceur Europa 2. Il a fallu rehausser la tour. C'est une société suédoise qui a réussi à augmenter par le bas la hauteur de 3 mètres à peu près. Il a fallu enterrer la base du lanceur pour y mettre la baie de propulsion, etc. Le lanceur était encastré pour gagner les 3 mètres qui manquaient. L'introduction des propulseurs d'appoint augmentait le diamètre et la taille des boosters qu'on avait pris, c'est le maximum qu'on pouvait faire pour décoller de ce trou. Donc on décollait les propulseurs d'appoint non allumés, on allumait les propulseurs d'appoint que lorsque l'altitude du lanceur dépassait cet encastrement. C'était peu après, mais il fallait quand même décoller avec cette charge supplémentaire. Donc, et puis ensuite, on ne peut plus rien faire. Donc il a fallu développer un deuxième ensemble de lancements dont la spécification était de prévoir des marges pour être capable d'améliorer toutes les améliorations du lanceur à venir. Et ce deuxième, vous pouvez passer à la... Bon, la décision formelle de construire le LA2 a été prise au Conseil de l'EA en juillet 81, soit un mois après le succès d'Ariane 3. Ce que je veux vous montrer là, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire, malgré une organisation européenne complexe, on a réussi à aligner les vols, des décisions de programme, alors que parfois le lanceur était en situation difficile. Donc on ne peut pas reprocher, et grâce à la collaboration extrêmement, dure parfois, mais très positive de l'Agence spatiale européenne pour organiser tout ce train qui était quand même assez fou. Dans le programme suivant. Ariane 4. Bon, Ariane 4 a été décidé en 82. Alors Ariane 4, la navette spatiale arrivait. Et la navette spatiale, avec sa soute énorme, allait forcément avoir un impact sur la dimension des satellites. Cet impact se posait en termes de performance et en termes de diamètre. Sur le diamètre, il fallait décider très vite, mais on n'avait pas les éléments pour le décider. Il fallait faire des essais aérodynamiques, etc. Donc, on a pris un diamètre de 3,60 m qui était un pari, en fait. C'était, selon les spécialistes, le maximum qu'on pouvait faire. Et vu des clients, c'était le minimum qu'ils pouvaient accepter pour bénéficier de l'avantage de la double source, pour pouvoir lancer. Donc finalement, ce pari s'est avéré un bon pari, parce qu'on n'a pas eu de problème avec ce diamètre, et on n'a pas eu de problème non plus au niveau des clients qui se sont alignés sur cette référence. Le deuxième problème, c'est la performance. Bon, à ce moment-là, il y avait toujours l'objectif de faire du lancement double, sauf qu'on ne savait pas très bien de toute cette... On savait bien, lorsqu'on disposait les satellites en position verticale, on en avait. On savait bien quel était le maximum, c'était de l'ordre du maximum du delta 2. Par contre, on ne savait pas jusqu'où ça pouvait aller en longueur. On parlait parfois de satellites de 1500 kg, de 2500 kg, mais on ne pouvait pas justifier un nouveau programme sur quelque chose dans lequel personne ne croit. Il y a toujours cette discussion dont je vous ai parlé au début. Donc la première définition qui avait été arrêtée par le directeur de lanceur à cette époque était d'adjoindre un moteur central à la baie de propulsion du premier étage. Il y avait la place, elle avait presque été conçue pour ça, ce qui n'est pas le cas. Et puis d'augmenter la puissance et la poussée des propulseurs à poudre pour monter jusqu'à des propulseurs à poudre de 12 tonnes. Bon, je craignais, j'avais des craintes, compte tenu de l'expérience qui avait été acquise sur les améliorations qu'on faisait par-ci par-là sur Ariane 2. J'avais une intuition qui me
disait qu'il ne fallait pas mettre de moteur central parce qu'on allait avoir des problèmes de vibration, etc. Pour vous, on ne saurait peut-être pas résoudre. Et en réfléchissant à ça, on a trouvé, on l'avait sous les yeux pratiquement, on a trouvé une amélioration qui était bien plus intéressante en termes de performance. Tout le moteur avait été qualifié au niveau unitaire, sur un banc d'essai unitaire. Il suffisait de mettre les réservoirs, les dispositifs de régulation, etc. en version vol pour avoir un propulseur qui avait déjà pratiquement été qualifié dans cette configuration au banc d'essai. Donc on a décidé de partir, de faire un virage sur l'aile et de partir dans une solution avec 4 propulseurs d'appoint qui comprenaient à peu près 30 tonnes d'ergol, je ne me souviens plus très bien, et qu'il fallait simplement qualifier en durée, parce qu'en faisant ça, on augmentait aussi la longueur du premier étage. Bref, globalement, on augmentait la capacité d'ergol qui avait été utilisée pour Ariane 1, on l'augmentait de 140 tonnes à 320 tonnes, mais c'était un saut de géant. C'était un coût qui s'est avéré très payant, parce qu'on a eu très peu d'ennuis de qualification. La qualification était pratiquement acquise à la décision. Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'on pensait... Alors, oui, vous restez là. On pensait pouvoir qualifier simplement une configuration qui était la plus demandeuse, sauf que en faisant les études système au niveau de chaque configuration, on s'est aperçu qu'il fallait faire autre chose. Il fallait dimensionner, calculer les efforts à tous les niveaux pour chaque configuration et faire l'enveloppe des efforts, quand je dis efforts, contraintes de pilotage, etc., pour réaliser ça. Donc ça a été beaucoup plus long au niveau des études système. Alors, autre modification, quand je ajoute un capteur dégradé, ce n'est pas le capteur qui était dégradé, j'avais été, en visitant la firme Ferranti qui faisait des centrales universelles, c'était un bijou d'horlogerie qui était très, très performant, mais quand on se rend compte au niveau de performance, à quel niveau on devait qualifier la centrale en termes de vibration, etc., c'était quand même très impressionnant. En plus, lors de l'éjection de la coiffe en simulation, elle avait montré une petite déviation, et ça m'avait toujours frappé. Et en plus, la firme Ferranti devenait fragile sur le plan financier, elle ne respectait pas les délais d'engagement, c'était toujours le suspense pour respecter la date de lancement. Donc j'avais pris la décision d'ajouter un capteur dégradé, c'est-à-dire en disant aux gens qui étaient responsables de ça, vous pouvez dégrader la performance du lanceur équivalent à 6 mois de durée de vie du satellite, ça vaut mieux que de le perdre. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme dégradé. Je l'ai utilisé aussi parce que pour respecter les délais, on n'avait pas le temps de qualifier cette centrale. La performance telle qu'elle était suffisante, et ouais, je suis très en retard, était suffisante, mais donc l'instruction qu'on avait donnée, c'est vous vous assurez au niveau système qu'on ne peut utiliser cette solution de secours que s'il y a une franche panne de la centrale nominale, et que dans ce cas-là, pour donner le relais à cette centrale. Finalement, on a eu un peu de retard du programme, on n'en a pas profité pour autoriser d'autres modifications. Cette centrale-là, c'est finalement avéré, on l'a posée donc en double sur les vols Ariane 4, et elle s'est toujours comportée excellente, donc on a pratiquement la même précision d'injection que la centrale nominale. Deuxièmement, sur des pressions aérospatiales, on a ajouté un pilotage numérique qui permettait de mieux contrôler, d'arriver à des solutions carrément pour le guidage, pilotage pendant une certaine base du vol. Le numérique permettait beaucoup plus de choses et ça permettait en plus une décision sur la configuration des satellites qui pouvait être de l'ordre de 6 mois et parfois moins en situation d'urgence avant le lancement. Tandis que dans la configuration ancienne, avec du pilotage analogique, il fallait requalifier les équipements, etc. C'était plus d'1 an avant la date de lancement. Donc je pars. Et dernière chose, d'adapter toute la partie haute afin que l'intégration de l'ensemble des satellites avec la coiffe puisse se faire dans les bâtiments d'intégration satellite. L'ensemble était transporté sur le lanceur 10 jours avant le lancement. Donc ça devenait un gain terrible en risque de propreté et puis en
l'organisation des campagnes de lancement que vous pouvez passer. Alors là, simplement pour vous, Ariane 4 finalement, la version la plus puissante, 4 propulseurs à liquide qui permettaient d'augmenter la quantité que nous devons de 140 tonnes à 380 tonnes, et puis ensuite 2 propulseurs à liquide, 2 propulseurs à poudre, 4 propulseurs à liquide, 4 propulseurs à poudre, 2 propulseurs à poudre, 2 propulseurs à liquide, et puis rien du tout. Donc ça permettait toutes ces configurations-là, avec des coiffes différentes. Donc la qualification au niveau système a été très lourde, mais c'était après un lanceur qui était habillable sur mesure pratiquement. Et ce lanceur, diapositive suivante, s'il vous plaît, aux décisions de programme qui avaient été prises en janvier 82, Ariane 4 est rapidement devenu la référence pour les satellites d'application du monde libre, parce que il répondait à toutes les attentes qui étaient données à ce moment-là. 116 satellites ont été lancés, avec 113 succès. Il n'y a pas eu trois échecs du lanceur Ariane 4. Les 2 échecs ont été la cause d'éléments du lanceur Ariane 1, dont la qualification avec les problèmes de dossier industriel, tout ça, a demandé beaucoup de temps, notamment la turbopompe du moteur technique du 3e étage. Et puis, ça n'a pas été déterminé avec précision, mais un problème qui est arrivé lors d'une escale à Londres, où tout l'aéroport a été privé de courant, donc on n'a pas pu maintenir les conditions qui avaient été prévues pour le 3e étage, etc. Et on n'a pas assez tenu compte, peut-être lors de la préparation. Mais il y avait aussi d'autres hypothèses. Bon, finalement, la charge la plus lourde qui a été lancée a été de 4900 kg, là, en prenant toutes les marges, en trichant un peu sur le réglage des moteurs pour qu'il soit fait à la limite supérieure autorisée. Bon, ça a été dans les derniers lanceurs. Bon, je rappelle qu'on est parti à 1500 kg avec Ariane 1 et qu'on a terminé après 2000 à 4900 kg en GTO. On va passer très rapidement à Ariane 5. Vous voyez les 2 propulseurs à poudre, puis le corps central surmonté après la partie haute, qui pouvait être Hermès ou qui pouvait être la partie haute en vol automatique. Bon, j'y viens vite, c'est la performance. Donc, cette réflexion sur Ariane 5, curieusement, a commencé début 78 avec le souci des vols habités. Bon, mais rapidement, on s'est dit c'est idiot, il faut prendre les 2 soucis en cause, parce que finalement, à cette époque, on ne distinguera pas le vol habité, le vol automatique en termes de fiabilité. J'y reviendrai plus tard. 24 configurations ont été étudiées à partir des single stage to orbit, two stage to orbit, des modèles réutilisables possibles. Bon, on a imaginé à ce moment-là quelque chose qui ne ressemblait pas strictement à ce que Musk a réalisé plus tard, mais a récupéré d'une façon safe l'étage en vol, pas les premiers étages en vol. Moi, j'avais été passer une journée pour essayer de récupérer la belle propulsion de L02 au large de Kourou sur une barge. Je m'étais rendu compte de ce que c'était d'essayer de récupérer quelque chose, qu'il y avait de gros efforts à faire sur le système, pour la stabilité, etc. J'avais aussi payé la facture du point carré qu'on avait mobilisé pendant 15 jours. Bon, et j'avais estimé que le coût de l'élément marin qu'il fallait développer pour récupérer quelque chose n'était pas amortissable avec les cadences de 4 à 5 lanceurs qu'on avait à cette époque et à laquelle on pouvait au mieux espérer à cette époque. On dit que Musk fait un lanceur réutilisable, c'est faux. Le Musk fait un lanceur dont le premier étage est réutilisable, ce qui est déjà très brillant. Et en plus, Musk a un modèle de mission qui lui a permis de faire 32 vols l'année dernière et qui prévoit 52 vols cette année. Donc de quoi amortir un système marin largement, ce qui n'était pas le cours. Donc on a arrêté les recherches dans ce sens-là. Donc on a continué à chercher et finalement on a sélectionné 3 configurations K83 pour continuer des études plus précises. Ces 3 configurations impliquaient un moteur cryotechnique qui à cette époque-là était de l'ordre de 60 tonnes de poussée. Donc on a réussi à ce moment-là, on a lancé des travaux préliminaires sur ce moteur et des délégations nous ont demandé
alors que c'était uniquement un programme de baser leur R&D sur leur participation espérée dans ce programme. Et le premier problème qu'on a eu, c'est un problème avec le motoriste qui lui visait un moteur extrêmement sophistiqué du type de ceux de la navette spatiale américaine. On appelle ça un moteur à combustion étagée, alors que, étant dans le cadre où cette fois-ci, il fallait concevoir ce moteur avec les Européens, donc faire comment appelle-t-on ça, des salles projets, etc., réunissant tout le monde. C'était déjà un grand risque de faire ça en commun, on ne pouvait pas viser à la fois un moteur à cycle. Donc on a repris un moteur à cycle générateur, je vais dire tout ça, que je mets plein de guillemets, qui avait été celui du 3e étage d'Ariane 1 à maintenant. Bon, ça a été un gros débat avec les industriels, avec l'industriel motoriste. Bon, finalement, j'ai pris à ce moment-là la décision autoritaire de dire que ce sera un générateur à gaz. Ça m'a été un moteur avec générateur. Ça a été beaucoup critiqué. On s'est aperçu plus tard que c'est bien ça qu'il fallait faire. D'autant plus que le coût unitaire de ce nouveau moteur de moteur espéré était de l'ordre de 20% plus cher. On n'en avait pas vraiment besoin à partir du moment où il ne s'agissait pas des balanceurs récupérables. Bon, la décision moteur a été prise au niveau de l'Agence spatiale en 1984, avec une conception européenne, évidemment. Bon, on a continué donc à travailler sur ces trois programmes. On a choisi finalement la configuration que vous connaissez actuellement, dont vous aurez des photos peut-être tout à l'heure, avec ces deux propulseurs à poudre qui présentaient beaucoup d'avantages. Tout le monde a accepté ces avantages, accepté l'avantage sécurité, ces propulseurs à poudre. C'était moins cher, c'était moins cher en développement, moins cher en production, c'était plus facile à produire. On ne mettait pas deux développements de lanceurs en parallèle, en série, c'était le cas quand on fait un moteur, puis une belle propulsion. On pouvait développer ces deux systèmes en parallèle, donc on gagnait partout, sauf en volabilité où les gens disaient, mais un propulseur à poudre, ça ne prévient pas quand ça va exploser, on n'a pas le temps d'éjecter le système, etc. Ils oubliaient simplement qu'une turbopompe oxygène, ça ne prévient pas non plus. Et fort heureusement, si j'ose dire, une des premières turbopompes oxygène du nouveau moteur Vulcain a explosé au vent sans prévenir personne. Donc on avait là un argument solide. Mais ça nous a quand même coûté une réunion au niveau du directeur général de l'Agence spatiale européenne parce que sa direction qualité s'opposait formellement, par écrit, à l'emploi d'un propulseur à poudre. Donc, fort heureusement, cet homme était intelligent et a suivi notre proposition. Bon, j'en suis où? Donc, alors, autre configuration pour moi qui était importante, en faisant le point de nos échecs d'Ariane 1 à Ariane 4, toutes provenaient d'un problème qui était survenu dans la transition d'allumage du moteur, toutes sans exception. Ce moteur, cet étage, à partir du moment, à partir du moment où on l'allumait au sol et où on contrôlait le moteur au sol, le moteur central au sol, éliminait, dans toutes les configurations, éliminait un allumage en voie. Dans la phase avec Hermès, dès que ce moteur était contrôlé, allumé, on allait directement dans une orbite basse que Hermès devait, avec ses propres moteurs, rehausser un petit peu. Donc on diminuait considérablement les risques. Et dans le cas d'un vol en orbite géostationnaire, on avait toujours l'allumage du deuxième étage à faire en altitude, mais ça supprimait quand même un an. En plus, le fait qu'on contrôlait le moteur Vulcain, qui est avec une poussée de 110 tonnes au sol avec les améliorations pour propulser un ensemble qui à ce moment-là pesait 700 tonnes, ne risquait aucun décollage. Donc on le contrôlait et on allumait ensuite les propulseurs à poudre. Les propulseurs à poudre, ce n'est pas un pétard qui s'allume, ça a quand même une phase transitoire qui établit la poussée rapidement mais progressivement et ça servait à s'arracher du sol, déconnecter proprement des installations au sol, et ça évitait la construction d'une table de lancement que l'on a eu pendant tout le programme ELA et sa amélioration, table de lancement qui devait être fonctionnelle en temps positif, donc c'était
quelque chose qui revenait cher parce que ça peut être fiable. Là c'est vrai, je dirais le contraire plus tard. Et donc on faisait une économie considérable déjà sur le prix, et on avait la perspective de la même façon au niveau de l'étage supérieur, quand il deviendra un étage plus puissant, que ce soit un décollage doux, extrêmement simplifié par rapport à ce qu'on avait pu faire sur le... Bon, alors je passe, et le potentiel de croissance était énorme, comme on l'a démontré plus tard. Suivant. Donc la décision de programme avec le centre de lancement est obtenue en 85 sur des spécifications qui ont été établies en accord avec Ariane Espace. Et donc je les passe très vite, vous pouvez les lire. Au niveau du coût, on visait moins 15% par rapport à l'Ariane 44L de même rang, ce qui correspondait à 45% de diminution du coût au kilo pour Ariane 44L. Le lancement Hermès, à ce moment-là, Hermès avait du plomb dans l'aile. Donc c'est à cette époque-là que Hermès ayant du plomb dans l'aile et étant sur le point d'être arrêté, il y a eu la chute du mur, les Allemands ont eu autre chose à penser que contribuer pour Hermès. L'organisation industrielle était devenue ingérable à la suite de pressions politiques. Donc l'arrêt d'Hermès était évident. Moi j'étais à cette époque-là responsable des systèmes de transport d'Ariane et d'Hermès. Il n'y avait plus beaucoup d'intérêt à rester. J'avais un directeur de lanceur qui était celui que j'avais proposé. Donc j'ai été sollicité par d'autres personnes pour une autre expérience et j'ai quitté le programme à ce moment-là. Le programme était parfaitement sur les rails, Ariane était parfaitement sur les rails. Donc je suis parti à ce moment-là. Je n'étais pas conscient de toute la tempête qui allait se monter. Alors bon, je passe sur les critiques, ce lanceur est trop gros, c'était pas vrai, parce qu'après on a dû augmenter la performance, mal étagé, c'était vrai, mais ça n'avait aucune conséquence au niveau du coût. Dit rapidement, la poussée du premier étage était trop forte, la poussée de l'étage supérieur était minuscule, donc ça ne correspondait pas à ce qu'on avait appris à super-héros. Mais sur le plan des coûts, ça ne changeait pratiquement rien, compte tenu de l'organisation en dispersion de tout un peu partout. Bon, donc à cette époque-là, j'ai lancé de grosses réflexions sur les méthodes de conception, objectifs, la construction de la fiabilité, etc. Et il s'est avéré que la liaison, d'abord, il était complètement inutile de dire qu'il faut, pour le vol habité, un lanceur plus fiable que pour les vols automatiques. Quand vous lancez un satellite comme le John Wayne Space Telescope, qui a coûté 12 milliards d'euros de dollars de développement, et puis 20 ans de travail d'ingénieur pour le concevoir, et puis ensuite qui offrira certainement du travail pendant 30 ans aux ingénieurs suivants, c'est aberrant de dire qu'il faut des fiabilités inférieures au vol. Il faut faire le mieux qu'on sait faire. Et on arrive à faire le mieux qu'on sait faire par une organisation adaptée, par une bonne formation complémentaire des gens. Je citerai 2 points, et je passerai vite. Ce qui est important dans la construction de la fiabilité, c'est de bien cerner le besoin, de bien le quantifier, de bien savoir sa dispersion, de le comparer par rapport à ce qu'on avait prévu pour Ariane, par exemple, et de ce qui a été nécessaire en réalité. Et quand on arrive à faire ça, on arrive à faire quelque chose, à changer. Nous, on a changé à ce moment-là ce qui avait été prévu, le groupe auxiliaire de puissance, pour passer à des capacités simplement pressurisées. Ça gagne à la fois en coût de développement, à la fois en coût récurrent et à la fois en fiabilité. Donc il faut déconnecter le coût de la fiabilité. Et puis après, ce qui est important, comme toujours, c'est de faire une approche système, en disant s'il y a un écart, s'il y a un problème sur un équipement, comment se transforme ce problème au niveau du système complet? Est-ce qu'on peut, par une petite modification au système, rendre l'équipement moins sensible à cette panne? Enfin, toutes les réflexions sont permises. Je peux vous assurer que quand on s'entête et quand on terrorise un peu les gens, on finit par trouver une solution qui en général est moins chère. Donc il faut arrêter de dire si c'est fiable, c'est plus cher. C'est vrai quand on fait de l'électronique, parce que là la redondance est facile, c'est un circuit parallèle, on le branche ou l'eau froide. C'est pas vrai quand on se met à faire de la grosse propulsion à liquide ou à poudre. Bon, ah oui, alors le seul problème important, mais je vais passer vite, c'est qu'au fil du temps, au statut avant-projet, on avait fait un gros effort pour mettre au point les modalités de transfert de ces gros blocs de poudre des États-Unis. Au début, aux États-Unis, en Guyane. Au début, la moitié de propulseur à poudre était faite en Aquitaine, l'autre moitié était faite en Italie.
des systèmes de transport ne décochent pas. C'est-à-dire que les gens au départ disaient oui, c'est comme du fret normal, puis quand ils se renseignaient, etc., ils disaient non, c'est pas du fret normal, il faut changer. On ne savait plus faire les essais au Sardaigne parce que les Italiens avaient peur des réflexions pour le tourisme. Petit à petit, moi j'ai été convaincu qu'il fallait faire la poudrerie et le reste de l'assemblage des propulseurs en Guyane, c'était une révolution. Les Français, la SNPE a accepté assez vite, les Italiens qui avaient obtenu l'augmentation de leur contribution en prélevant sur les fonds qui avaient été votés pour les compagnies du sud de l'Italie. Ils n'étaient pas très contents. Bon, les discussions sont déroulées pendant un an et demi, sont déroulées entre gentlemen et avec des techniciens qui ont vite été convaincus dans le fond, surtout après avoir analysé le rapport fait après le premier échec de la navette spatiale en début 86. Bon, le transport sur place revenait souvent, ça déformait les blocs de poudre, il fallait les remettre au rang après, etc. Donc on est arrivé à faire cette poudrerie en Guyane et personne ne l'a arrêté. Bon, alors à partir de 93, je termine dans les prochaines minutes. À partir de 93, on est tombé dans la grande série des réorganisations industrielles qui ont commencé en Allemagne et qui se sont éternisées en Allemagne, ensuite en France. Vous connaissez l'aérospatiale a fait un accord de fusion avec la Matra. Ensuite, il y a eu plusieurs optimisations de la configuration aérospatiale. À cette occasion-là, à chaque fois, les gens de 60 ans partaient. Ensuite, il y a eu l'accord entre le nouvel aérospatial et puis les Allemands. Bon, ça a été encore un accord qui a duré longtemps. Et puis ensuite, il y a la SNECMA qui a absorbé la Société européenne de propulsion. Ensuite, ce nouvel ensemble a décidé de se réunir avec Ariane Group, les Allemands et les Français dans Ariane Group. Bon, tout ça, ça a été beaucoup de transferts de personnes, beaucoup de départs de personnes, et ça a entraîné une grosse perturbation dans le programme. Je n'étais plus là, mais j'ai jugé ce que ça donnait lorsque j'étais à l'ASP. On a perdu beaucoup de compétences. Les États-Unis avaient connu le même genre. Le problème, c'est que ça a duré très longtemps. Ça a commencé en 1993 et le dernier accord date de 2015. Donc, à chaque fois, ça a été des plans sociaux et beaucoup de pertes de connaissances. Bon, aux États-Unis, ils ont fait ce même type d'exercice. J'ai mis 2 ans, mais je crois que c'est un peu plus longtemps avant nous. Alors en Russie, ils vont faire après la chute du mur. À chaque fois, ça s'est traduit par des échecs surprenants. Parce qu'on s'est dit, mais comment ont-ils pu faire cette erreur? Donc il y a eu l'échec du 501 qui a complètement déstabilisé le CNES. En plus, je suis désolé de dire ça, mais ce succès du CNES avait entraîné beaucoup de frustration ailleurs. Donc le CNES en a pris plein de nez, si j'ose utiliser cette expression. Ensuite, il y a eu le semi-échec au niveau du vol 509, puis l'échec de la première configuration avec des tâches supérieures techniques. Il a fallu beaucoup trop de temps, énormément d'argent pour revenir en configuration vol, parce que l'orientation au début du plan de travail pour revenir en vol a été faite trop hâtivement au niveau des nouvelles directions. Bref, tout ça a été coûteux et un peu traumatisé l'ensemble. Je voudrais donner un coup de chapeau à ce moment-là à ceux qui ont été en charge concrètement de faire ce retour en configuration, parce qu'ils ont travaillé dans une atmosphère qui était exécrable. Bon, finalement, ils ont réussi à remettre en vol, et le vol suivant, 518, je crois, a été un succès, et depuis, il y a eu toute une série, il y a eu 102 vols successifs. Alors il y a eu un échec, et cet échec, le lanceur a fait ce qu'on lui a demandé. Il y a eu simplement une erreur dans le plan de vol qui lui a été mis au dernier moment. Il nous reste 5 minutes, c'est bon. Voilà, donc Ariane 6, je passe très vite, je n'étais plus là, donc je ne peux pas vous en parler. Son objectif, c'était d'améliorer la compétitivité aérienne, parce que SpaceX était arrivé. En profitant des dernières
possibilités de fabrication, comme la fabrication additive, en profitant des résultats de R&D qui avaient été faits pendant toute cette époque, qui permettaient de faire des propulseurs à poudre avec des enveloppes bobinées, et non plus des propulseurs à poudre métalliques. Donc ça permettait plus de souplesse et des coûts surtout plus faibles. Et puis en utilisant un nouveau troisième étage, un nouveau dernier étage, Airwell hydrogène-oxygène, fait à partir d'un moteur qui avait été lancé, d'une R&D moteur qui avait été lancée au tout début des années 2000. Voilà, donc c'était l'objectif du programme, arriver à une configuration qui permette d'être compétitif par rapport à ce sites. Je m'arrêterai là, j'ai été beaucoup trop long, je suis fatigué. Et puis bon, je suis incapable de vous dire ce qui a suivi.